Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Inside News RDC. Dans cette édition d'analyse, nous allons procéder à une dissection chirurgicale d'un exercice de haute voltige diplomatique qui s'est tenu sous les projecteurs de New Delhi. Alors que les salons du sommet Raisina Dialogue 2026 servent de vitrine au ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, pour vanter les mérites d'une nation présentée comme un modèle de résilience, le sol de la République démocratique du Congo continue de saigner sous les bottes d'une agression documentée. Le contraste est une insulte à la réalité. D'un côté, une rhétorique léchée sur la coopération technologique et l'innovation. De l'autre, une violation systématique de l'intégrité territoriale congolaise. L'enjeu stratégique de cette communication est limpide. Normaliser l'image d'une force économique africaine propre pour mieux occulter son rôle d'agresseur et détourner les regards des responsabilités de Kigali dans le chaos sécuritaire à l'Est. Cette offensive médiatique repose avant tout sur une construction narrative que le ministre Nduhungirehe a déployée avec une assurance qui frise l'irréel. Devant un auditoire indien avide de marchés émergents, il a martelé que son pays affichait une croissance de 7 à 8%, portée par les services, le tourisme et l'industrie des conférences. Mais le clou de ce spectacle comptable fut son affirmation sur l'investissement direct étranger. Je cite, India is the second largest investor in Rwanda with a little bit less than 500 billion US dollars. Fin de citation. Prétendre que l'Inde a investi près de 500 milliards de dollars dans une économie dont le PIB annuel peine à dépasser les 14 milliards est soit une erreur de traduction monumentale, on parle vraisemblablement de 500 millions, soit 0,1% de la somme annoncée, soit une inflation rhétorique délibérée destinée à impressionner ses partenaires. Le rapport est de 1 à 35 avec le PIB total du pays. Ce genre de chiffres ne passe pas inaperçu. Il révèle une posture de communication fondée sur l'effet de masse plutôt que sur la précision factuelle. En brandissant le label Made in Rwanda et en prônant le passage de l'aide au commerce, Kigali tente de se rendre trop performant pour être sanctionné. Cette diplomatie économique n'est rien d'autre qu'un paravent. Elle cherche à masquer le fait que cette stabilité affichée s'appuie en partie sur une exploitation indirecte des ressources et de l'instabilité du voisin congolais. L'or, la cassitérite et le coltan du Kivu, continuant de transiter par Kigali malgré toutes les dénégations. Cette vitrine de prospérité est indissociable d'un argumentaire sécuritaire fallacieux. Cette réussite vantée sur la scène internationale sert de socle à une justification permanente d'ingérence militaire. Pour légitimer la présence de ces troupes sur notre sol, le ministre Nduhungirehe a une nouvelle fois agité le spectre de la menace existentielle. Il invoque systématiquement le génocide de 1994 pour s'octroyer un chèque en blanc diplomatique. Il a déclaré, je cite, « This is why Rwanda has deployed defensive measures along our border area in order to prevent us from those attacks. » Fin de citation. Traduisons. Ce qu'il appelle des mesures défensives est, dans la réalité des faits, une occupation militaire et un soutien massif à la rébellion du M23, documenté par les experts de l'ONU. Le ministre va plus loin dans l'inversion des rôles en accusant Kinshasa de collaborer avec des mercenaires colombiens et des forces burundaises. Sur ce point, la réalité mérite d'être précisée. Les forces étrangères documentées dans l'est du Congo sont avant tout les troupes burundaises, des soldats d'un État souverain déployés en réponse à une agression régionale et non des mercenaires. Leur présence a d'ailleurs été significativement réduite, passant de près de 25 000 hommes à environ 3 000 début 2025. L'accusation de mercenaires colombiens, quant à elle,
demeure à ce jour sans vérification indépendante sérieuse de la part des experts onusiens. Il brandit même la menace d'une idéologie génocidaire qui utiliserait des termes comme cafard ou microbe. Si ces mots sont condamnables et doivent être condamnés sans équivoque, ils sont ici utilisés comme un écran de fumée pour occulter la prédation territoriale. En qualifiant le M23 de mouvement congolais, Kigali tente de transformer une agression étrangère en un conflit interne, tout en intervenant militairement pour protéger une communauté spécifique, les Banyamulenge, instrumentalisant ainsi l'ethnicité pour justifier la violation des frontières souveraines. Il est un argument que Kigali brandit depuis plus de 30 ans et que le ministre Nduhungirehe a de nouveau mobilisé à New Delhi, celui des Forces démocratiques de libération du Rwanda, les FDLR. Confrontons cet argument aux faits, car c'est ici que le narratif rwandais s'effondre le plus spectaculairement. Les FDLR ne constituent plus, en 2026, une menace militaire crédible sur le territoire rwandais. Cette réalité est documentée. Depuis 2002, les forces armées de la RDC ont mené contre les FDLR au moins 6 campagnes militaires majeures. En 2002, 2007, 2009, 2010, 2012, 2015, 2022 et 2024. Plusieurs de ces opérations ont été conduites en collaboration directe avec les forces rwandaises elles-mêmes. Résultat, le groupe a été repoussé de ses bases principales, ses effectifs se sont effondrés et des centaines de ses combattants ont été rapatriés au Rwanda depuis 2017 dans le cadre de programmes de désarmement. La décapitation du commandement est venue parachever ce déclin. En janvier 2025, le chef de la branche militaire des FDLR, Pacifique Ntaumbuka, aurait été tué au combat. Et le 1er mars 2025, leur chef du renseignement, Ezechiel Gakwerere, a été capturé et remis au gouvernement rwandais. Par qui? Par le M23, par la rébellion que Kigali finance, entraîne et commande. Relisons ce fait lentement. La menace existentielle invoquée par le Rwanda a été neutralisée par les propres forces que le Rwanda finance. Si la menace était réelle et autonome, elle aurait dû être neutralisée par des forces légitimes, les FARDC, la MONUSCO, les mécanismes de vérification onusiens. Le fait qu'elle ait été traitée par une milice sous contrôle de Kigali révèle que cette menace était déjà, de fait, sous la maîtrise militaire du Rwanda, tout en restant précieuse politiquement. Ce que les FDLR sont devenus, c'est non plus une armée, mais des survivants dispersés dans les forêts des Kivu, porteurs d'une idéologie que Kigali qualifie de menace future. En élargissant ainsi la définition de la menace au-delà du militaire, vers l'idéologique et le transgénérationnel, le Rwanda se dote d'un prétexte à géométrie variable, impossible à clôturer, utilisable à l'infini. Quand l'agresseur capture lui-même la menace qu'il brandissait depuis 30 ans, le masque tombe. Les FDLR ne sont plus un argument, ce sont des alibis. Cette distorsion de la réalité sur le terrain explique pourquoi nous nous trouvons aujourd'hui dans une impasse diplomatique structurelle. Olivier Nduhungirehe a évoqué avec une pointe d'amertume les accords de Washington du 4 décembre, ainsi que le cadre de Doha, tout en déplorant le manque de volonté de Kinshasa. Il accuse le président Tshisekedi d'avoir, je cite, « offert les minerais de son pays à Washington pour amener les États-Unis dans le processus, non pas aux médiations, mais dans les combats. » Fin de citation. Le ministre rwandais reproche à la RDC de chercher des partenariats souverains pour défendre son territoire, tandis qu'il passe sous silence le fait que les processus de Nairobi et de Luanda ont échoué précisément à cause du refus de Kigali de retirer ses troupes. On notera également que l'accord de paix signé le 27 juin 2025, qui prévoyait pourtant explicitement une cessation du soutien rwandais aux groupes armés liés à un retrait de ses forces, n'a pas été respecté.
En septembre 2025, les troupes rwandaises étaient toujours sur le sol congolais. En se plaignant de l'expulsion de la force régionale de l'EAC par le gouvernement congolais, M. Nduhungirehe omet de dire que cette force était devenue inopérante face à l'avancée du M23. Il présente les accords de Washington et de Doha comme complets, mais ces documents ne sont que des chiffons de papier tant que l'agresseur refuse de reconnaître sa présence physique sur le terrain. Cette manipulation des processus diplomatiques vise uniquement à gagner du temps pendant que les positions militaires se consolident sur le terrain. Le droit international appelle cela occupation sous couvert de négociation. Le ministre rwandais a affiché une arrogance déconcertante lorsqu'il a été interrogé sur les sanctions américaines visant ces hauts gradés. Il a balayé ces mesures d'un revers de main, rappelant, je cite, « Ce ne sont pas les premières sanctions contre le Rwanda. En 2012-2013, d'autres sanctions ont été prises lors du premier conflit du M23. » Fin de citation. Pour Kigali, les sanctions sont contre-productives, car elles ne traiteraient pas les prétendues causes profondes. Cette posture révèle un constat d'échec amer pour la communauté internationale. Les sanctions actuelles sont perçues comme de simples coups d'épée dans l'eau. Nduhungirehe n'a pas tort sur un point, le seul où la lucidité affleure dans son discours. Les sanctions de 2012-2013 ont effectivement échoué à résoudre le problème, puisque le M23 est réapparu en 2021. Mais la leçon qu'il en tire, que les sanctions sont inutiles, est l'inverse de la leçon que devrait en tirer la communauté internationale. C'est que les sanctions n'ont jamais été accompagnées d'une pression économique réelle, systémique, capable de faire vaciller les intérêts du régime. Ce mépris affiché pour la coercition diplomatique prouve que le temps des condamnations verbales est révolu. Tant que le prix à payer pour l'agression restera inférieur aux bénéfices tirés de l'influence armée et du contrôle des zones minières, Kigali continuera de bafouer le droit international en souriant aux caméras de New Delhi. Face à cette impasse, il n'existe qu'une seule issue crédible. Au-delà de la diplomatie de salon de New Delhi ou de Doha, la souveraineté de la RDC ne sera restaurée que par l'action physique sur le terrain. Le départ total des troupes rwandaises et la cessation définitive de l'alimentation de la rébellion ne sont pas des options négociables. Le ministre Nduhungirehe prétend que le Rwanda est prêt à soutenir la paix, mais il conditionne tout retrait à la neutralisation des FDLR, un groupe dont nous venons de démontrer que le commandement a été décapité par les propres alliés de Kigali. C'est un cercle vicieux construit pour ne jamais se refermer. Pour la RDC, le message doit être clair. Il ne peut y avoir d'intégration régionale ni de coopération économique tant que le territoire national est occupé. Le retrait n'est pas une concession que Kigali ferait à Kinshasa. C'est une obligation légale internationale, inscrite dans la Charte des Nations Unies, dans les principes d'intangibilité des frontières de l'Union africaine et dans chacun des accords signés depuis 2022. Continuer à discuter de causes profondes alors que des troupes étrangères occupent des localités congolaises est une diversion que nous ne pouvons plus accepter. La souveraineté économique et territoriale de la RDC est le socle sur lequel doit se bâtir l'avenir, loin des accords de façade qui ne servent qu'à geler le conflit au profit de l'agresseur. Nous devons regarder la vérité en face. La belle image de Kigali au sommet Raisina Dialogue est un miroir aux alouettes. Le Rwanda utilise sa vitrine de croissance exemplaire et ses partenariats avec des puissances comme l'Inde pour s'acheter une respectabilité diplomatique. Mais cette façade se fissure devant les faits. On ne peut pas parler d'innovation technologique le matin et soutenir des milices qui déplacent des milliers de civils l'après-midi. On ne peut pas prétendre vivre sous une menace existentielle quand on a soi-même contribué à décapiter le groupe qu'on désigne comme ennemi. On ne peut pas signer un accord de paix en juin
et maintenir ses troupes en territoire étranger en septembre. Comme le dit si bien notre analyste en chef pour Inside News RDC, Julia, on ne bâtit pas la paix avec des mensonges bien habillés. On la bâtit avec des vérités qui coûtent. Le double discours sur les mercenaires ou la vente de minerais par la RDC est une tentative désespérée de masquer une stratégie de prédation vieille de 30 ans. La cécité volontaire d'une partie de la communauté internationale qui continue de célébrer le miracle rwandais tout en ignorant le coût humain et souverain pour la RDC est une complicité silencieuse. Tant que le Rwanda ne quittera pas physiquement le sol congolais, tous les discours sur l'intégration africaine resteront une sinistre plaisanterie. Il est temps de poser les questions que la diplomatie feutrée évite soigneusement. Jusqu'à quand la croissance économique d'un État servira-t-elle de permis d'agression contre son voisin? Pourquoi la communauté internationale accepte-t-elle que le narratif d'un génocide passé serve de justification à un pillage territorial présent? Et jusqu'à quand fermera-t-elle les yeux sur les preuves accumulées par ses propres experts? Pour nous, Congolais, la réponse est simple. Notre souveraineté ne se négocie pas dans les hôtels de luxe de New Delhi. Elle se défend ici, sur notre terre. C'était Nadège pour Inside News RDC. Que la vérité soit le bouclier de notre nation et que notre vigilance ne faiblisse jamais. Les faits d'abord.